Est-ce que le virus sort des laboratoires chinois? J'en sais rien. Et à vrai dire, comme je ne suis pas expert et que je n'ai mené aucune enquête approfondie, je me garderai bien de vous donner mon opinion sur le sujet. Et pourtant, ça n'empêche pas certains de vous offrir un avis tranché. Alors dans les minutes qui suivent, je ne jugerai à aucun moment si c'est vrai ou si c'est faux. La problématique étant plutôt de ne pas confondre connaissance et croyance. La connaissance, c'est lorsque l'on sait. La croyance, c'est lorsque l'on croit, avec toutefois la possibilité d'émettre un doute sur la véracité de cette dernière. Dans un tweet récent, Léo Grasset de Dirty Biology a parlé d'un phénomène qui va nous intéresser aujourd'hui, l'ultracrépidarianisme. Un mot bien compliqué qui illustre un phénomène simple, le fait de donner son opinion sur un sujet que l'on ne maîtrise pas. Ce phénomène s'illustre bien par quelques exemples de Nobel qui ont vrillé après s'être vu décerner ce prix. Parmi eux, on peut citer par exemple Linus Pauling, prix Nobel pour ses recherches sur la liaison chimique, mais également prix Nobel de la paix pour sa lutte contre les essais nucléaires avant de défendre la thèse de la vitamine C comme remède contre virus et bactéries, comme traitement pour réhabiliter les drogués ou encore pour traiter le cancer. William Shockley, prix Nobel de physique pour ses travaux de recherche sur les semi-conducteurs, avant de défendre publiquement la thèse de l'eugénisme déclarant que, je cite ces mots, la cause majeure de l'infériorité intellectuelle des Afro-Américains est héréditaire et génétique, allant jusqu'à proposer de stériliser tous les humains dont le QI est inférieur à 100. Ouais. Je connais cette théorie, oui. Ou encore Luc Montagnier, Nobel de médecine pour avoir identifié le virus du VIH avant de sombrer dans quelques théories discutables. Selon lui, un bon système immunitaire peut se débarrasser du VIH. Si les Africains ont autant le sida, c'est qu'ils n'ont pas un régime alimentaire équilibré. Il défend cette fraude qu'est la mémoire de l'eau, invalidée par la communauté scientifique. En 2017, ses propos glissant vers l'antivax lui ont valu d'être conspués par cette même communauté scientifique, lui adressant ces mots. Nous, académiciens des sciences ou de médecine, ne pouvons accepter d'un de nos confrères qui utilise son prix Nobel pour diffuser, hors du champ de ses compétences, des messages dangereux pour la santé, au mépris de l'éthique qui doit présider à la science et à la médecine. Ce même Luc Montagnier qui défend aujourd'hui la thèse d'un coronavirus créé en laboratoire à partir du sida. On a fixé des séquences petites de VIH. Mais pour mieux comprendre pourquoi cette thèse n'est pas validée par ses collègues, je vous mets en description un article de France Culture que je trouve assez clair sur le sujet. Après, moi, j'en sais rien. Comme la plupart d'entre vous, je n'ai pas les compétences nécessaires pour juger de tout ça. Alors j'ai fait le choix de m'en remettre à la communauté scientifique qui a fait ses preuves à bien des égards. Le problème lorsqu'un chercheur, a priori reconnu, donne une opinion sur un sujet en la déguisant en connaissance, c'est celui de la figure d'autorité. La figure d'autorité, c'est ce phénomène qui fait que l'on accorde plus de poids aux propos de quelqu'un qui a une blouse blanche. You both seem pretty legit, to be honest. Both wearing medical coats. Le fait de s'en remettre à une figure d'autorité, que ce soit un médecin, un chercheur ou un économiste par exemple, est en réalité une démarche plutôt saine. Ça revient à admettre que nous n'avons pas les compétences pour juger de certains domaines. En effet, si demain j'apprends que j'ai un cancer, je vais plus volontiers écouter les conseils d'un cancérologue en blouse blanche que de Patrick, mon pote qui a vu toutes les saisons de Dr House. Le système circumventriculaire détecte que des cytokines sont libérées au début de la réponse immunitaire. Un titre, une tenue ou un passé professionnel sont alors des signes de compétence à qui je vais plus facilement accorder ma confiance. Bon, il existe pas mal d'expériences sur le sujet et j'ai déjà fait une vidéo à ce propos, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais ce phénomène impose une responsabilité d'autant plus forte aux figures d'autorité reconnues. Et c'est là que l'hypercrépidarianisme devient problématique. Ces chercheurs sont des figures d'autorité autrefois adoubées par la société, leur conférant une responsabilité sur les propos qu'ils tiennent et surtout sur la façon dont ils en parlent. Car dans leur cas, et à mon sens, le problème ne vient pas toujours de la théorie elle-même. Parfois, les théories peuvent paraître fumeuses tant qu'elles ne sont pas étudiées, éprouvées et validées par leurs pairs. Fut une époque, la théorie de l'héliocentrisme pouvait paraître aussi folle que certaines théories actuelles. Sauf que l'héliocentrisme, lui, a été étudié, prouvé et validé. Ainsi, n'en déplaise encore à certains, on peut aujourd'hui parler de connaissance et non de croyance. La Terre ne serait pas au centre de l'univers. Oh, ce serait toi, je le mettrais pas, ça. Non. Alors on peut facilement imaginer que ces chercheurs parfois habitués à avoir une pensée un peu folle, l'étudier et la prouver, aient l'impression que toutes leurs idées un peu folles sont potentiellement vraies. Et pour certains, mieux vaut qu'ils continuent à avoir des idées folles, tant qu'ils continuent également à les étudier sérieusement et à les valider ou non. Car ici nous parlons bien de méthode et de responsabilité, en aucun cas de contenu. On peut bien me théoriser que les poules auront bientôt des dents, tant qu'à défaut de méthode rigoureuse, ça reste une croyance et que l'on ne cherche pas à me faire passer ça pour une connaissance. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, ouais. Ah. Bonne analyse, ouais. Dans notre cas, le problème vient du fait qu'il l'exprime à qui veut bien l'entendre avec un degré de certitude si fort, là où, en tant que scientifique, on pourrait attendre d'eux d'être tempérés lorsqu'ils ne font que croire sans preuve. Une aubaine pour certains médias sensationnalistes qui trouvent ici du grain à moudre. Dans le cas du Covid-19, on se trouve encore face à une grande inconnue sur l'origine précise du virus. Et le problème, vous le savez, c'est que l'esprit a besoin de rationaliser. Ne pas avoir la réponse au pourquoi du comment peut même rendre fou. Ce qui offre aux théories du complot en tout genre un aspect séduisant même pour les esprits les plus éduqués. Je n'ai pas peur des sceptiques. On ne domine pas 3 États et peut-être bientôt le Delaware en ayant peur des sceptiques.
En 1944, Marianne Simmel, une neuropsychologue allemande, et Fritz Heider, un psychologue et professeur, développent le concept de biais d'intentionnalité. Le concept est simple. C'est la tendance que l'on a à attribuer une intention ou à surestimer les causes intentionnelles lors d'un événement ou face à un comportement. Naturellement, nous cherchons à comprendre les causes d'une situation. Si je vois une plume qui vole au vent, je sais que c'est le vent qui la soulève. Mais lorsque mon ordinateur se met à planter en pleine période de confinement, alors je ne peux pas m'empêcher de me dire que cette maudite machine veut me nuire de toutes ses forces, alors que je sais pertinemment qu'elle n'a pas d'intention. C'est une machine. Une machine. Une machine ? Je vais détruire l'humanité tout entière, parce que c'est notre projet. Dans une étude de 2008, Evelyne Rosset, chercheuse en psychologie, montre que sans preuve formelle qu'il s'agit d'un accident, nous aurons naturellement tendance à voir derrière un acte parfois ambigu une intention claire. Elle suggère même que admettre l'absence d'intention derrière une situation du genre « il m'a croisé sans me dire bonjour » demande plus d'efforts, plus de réflexion que d'y voir une intention souvent malveillante. Et on peut facilement comprendre que cette capacité à déceler les mauvaises intentions est pratique dans une logique de survie et donc d'évolution. Bah oui, si Freddy Krueger défonce ma porte, mieux vaut que j'y vois un acte malveillant, ne présageant rien de bon pour moi, plutôt que de me dire « oh bah, il a pas fait exprès le pauvre, offrons-lui un petit café ». Car face à une situation accidentelle, nous sommes impuissants. C'est arrivé parce que c'est arrivé. Nous n'y pouvons rien. Et ça, le cerveau n'apprécie pas. Si ce mécanisme psychologique est bien pratique dans cette logique-là, il emprunte aussi parfois une pente savonneuse qui peut mener au conspirationnisme. Alors, par exemple, il est plus réconfortant psychologiquement de penser que le virus sort d'un laboratoire chinois que d'y voir un simple accident lors d'une partie fine entre un pangolin, une chauve-souris et un homme. Et d'ailleurs, c'est un phénomène que l'on retrouve assez souvent lors d'épidémies ou d'apparitions de nouvelles maladies. Nombre de théories souvent fumeuses tournent autour du sida, d'Ebola ou encore de H1N1. Si cette pensée n'en est pas moins inquiétante, elle a l'avantage de réduire notre impuissance théorique face à la situation. Ça n'est pas simplement parce que c'est parce que quelqu'un a fait en sorte que ce soit. J'ai pas compris. Pardon, hein. Je comprends pas. On ne laisse plus de place au hasard et à l'accident malheureux. À ça, il est parfois utile de rappeler un outil de raisonnement, le rasoir dans l'ombre qui dit « ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer ». Raisonnement soumis à condition n'est pas valable dans le cas de guerre mondiale, attaque nucléaire et d'expérimentation humaine à grande échelle. Ajoutez à ça un biais de confirmation qui nous pousse à ne voir que ces informations qui vont dans le sens du biais d'intentionnalité qui est lui-même réconfortant, alors la sauce peut prendre. Attendre de savoir ce qu'il en est vraiment devient parfois difficile et les conclusions trop hâtives prennent le pas sur la sagesse d'une réflexion plus tempérée et rationnelle. On peut alors se poser la question de la responsabilité des médias. Faut-il laisser la libre parole à tout le monde ? Faut-il censurer ceux qui pensent hors des clous ? Sommes-nous, en tant que spectateurs, capables d'entendre un discours séduisant sans y céder aveuglément ? Jusqu'où un média peut être considéré comme responsable des propos tenus à travers lui ? Eh bien, j'ai la réponse. Il